Je revois la scène comme si elle se déroulait encore devant moi. La salle brillait de décorations dorées, la table étincelait de cristal, et moi, figé, la joue en feu. La gifle a claqué avant même que mes mots ne sortent. Le grand cru à 2000 € venait de s'abattre en cascade sur la robe verte de Viviane, la mère de ma belle-fille. Un silence pétrifié a précédé les rires, durs comme des cailloux. Je n'ai pas pleuré. Je me suis tenue droite, le goût métallique dans la bouche, certaine d'une chose. Ce n'était pas le vin, c'était ma maison, celle qui fait face au parc de la Tête d'Or. Tout ce théâtre n'avait qu'un seul but, et je venais d'en sentir la morsure. Je m'appelle Marianne. Je vis seule dans une maison d'angle, ancienne et lumineuse, où 3 générations ont laissé leurs traces. L'odeur des confitures de ma belle-mère, le timbre de voix de mon mari au petit matin, les cabanes de mes fils dans le jardin. En face, le parc de la Tête d'Or respire comme une mer d'arbres. Quand j'ouvre les volets, je sais pourquoi je suis restée. Il y a des lieux qui portent une histoire, et l'histoire n'a pas de prix. J'ai 2 fils. Édouard, mon aîné, s'est marié avec René. Depuis qu'il a rejoint l'entreprise de la famille de sa femme, Imperium Immobilier, il s'est éloigné. Les visites se sont faites rares, les appels plus courts, les embrassades plus froides, puis sont venues les questions sur la maison, les suggestions polies, les calculs récités comme des prières, la valeur du terrain, la rentabilité, la modernisation du quartier. Lucas est mon fils de cœur. Il n'a pas les voitures qui ronflent et les montres qui brillent, mais il a ce que l'on perd trop facilement, la droiture, la patience, la fidélité. Quand il m'écoute, je me sens encore chez moi. Imperium. Immobilier a commencé par des offres courtoises, des sourires, des promesses, des plans léchés qui redessinèrent mon coin de rue en immeuble de prestige. Puis la courtoisie s'est faite insistance, comme une pluie fine qui finit par traverser les manteaux. Édouard parlait de confort, de prévoyance, de solutions raisonnables. René envoyait des messages, enfilant les zéros comme des perles. Je répondais toujours la même chose, avec calme. Je ne vends pas. Chaque fois, je sentais que je retirais une épine d'une couronne invisible pour la planter ailleurs. Le réveillon était censé panser les tensions. Une invitation très appuyée, presque cérémonielle, pour repartir du bon pied. Leur résidence sécurisée était inondée de lumière. En entrant, j'ai croisé des visages souriants dont je ne connaissais pas les prénoms. Renée, parfaite, glissait entre les convives. Édouard m'a embrassé trop vite et s'est écarté. Au bout de la table, Viviane tenait court. Elle parlait fort, avec cette assurance des personnes qui ne doutent jamais ou qui font semblant. Elle levait sa coupe et vantait la modernisation, la densification utile, le progrès qui ne s'excuse pas. J'ai pris place à l'endroit que l'on m'avait indiqué, posant près de moi ma bûche de Noël au chocolat. Les couverts chantaient, les verres tintaient, le vin circulait comme une idée obstinée. René a présenté la bouteille en annonçant son prix, comme on présente une victoire. J'ai pensé à mes rosiers, aux mains qui les ont taillés avant moi, aux mains qui les tailleront après moi si l'on me laisse le temps. Le reste s'est joué vite. Un pas, un frôlement, un accident trop parfait. Mon bras bousculé, la coupe basculée, la tache rouge comme une blessure béante sur le tissu de Viviane. Puis sa voix qui tranche et sa main qui tombe sur ma joue. Je n'ai pas regardé Édouard. Je savais que son silence serait un couteau de plus. Je n'ai pas répondu non plus. J'ai senti le piège se refermer et, avec lui, une certitude. Ils veulent ma maison et, pour l'obtenir, ils sont prêts à me faire passer pour celle que je ne suis pas. Il y a, dans l'humiliation, un angle précis où la douleur se transforme en lucidité. Dans ce coin de la conscience, j'ai aligné les faits, les offres, les menaces voilées, les mots choisis, les regards échangés par-dessus ma tête. Je me suis levée en silence. Dans le reflet noir d'une fenêtre, j'ai aperçu mon visage. Je n'ai pas vu une vieille femme. J'ai vu une gardienne. Je me suis promis de ne céder ni à la honte, ni à la peur. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez. Votre présence nous porte, et vos mots nous aident à faire vivre ces histoires. Ma maison se tient à l'angle d'une rue calme, comme un livre ouvert sur 3 générations.
La façade n'a rien de spectaculaire, mais chaque pierre porte une mémoire. C'est ici que mes beaux-parents ont vieilli, en regardant les saisons se succéder sur les arbres du parc de la Tête d'Or. C'est ici que mon mari buvait son café, en écoutant la ville se réveiller doucement. C'est dans ce jardin que mes fils, encore petits, couraient en riant, les genoux écorchés et le cœur léger. Quand je traverse le couloir, je reconnais encore la trace imperceptible du meuble ancien que nous avions déplacé un été de canicule, et la légère entaille dans le parquet, souvenir d'un sapin de Noël trop grand. Rien de tout cela ne vaut une fortune, mais tout cela a une valeur. Mes racines sont dans ces murs. Imperium Immobilier l'a compris bien avant moi. Leur première visite fut polie, presque charmante. Un conseiller jeune, costume repassé, sourire mielleux. Il parlait de potentiel, d'optimisation, de renouveau urbain. Il m'a expliqué que ce terrain, situé face au parc, était une pièce maîtresse. Un immeuble de prestige, m'a-t-il dit, avec balcon filant, vue imprenable, espace de bien-être. Il me proposait un prix qui faisait tourner la tête à n'importe quel investisseur. Mais moi, je ne suis pas un investisseur. Je suis une femme attachée à sa vie réelle, pas au reflet d'un chèque. Lorsque j'ai refusé, le ton a changé subtilement. Les offres suivantes sont devenues plus pressantes. Puis ce ne fut plus seulement l'entreprise qui parlait, ce fut mon propre fils. Édouard me répétait que j'étais en train de bloquer un projet d'intérêt commun. Renée, elle, avait une manière plus douce mais plus acide. Elle soulignait la fatigue des vieilles bâtisses, le poids de l'entretien, le confort que je pourrais acheter ailleurs. Les mots n'étaient pas une invitation, ils étaient un verrou qui se resserrait. Lucas, lui, observait. Il ne disait pas grand-chose, mais son regard cherchait toujours le mien pour vérifier si je tenais encore debout. Un soir, il m'a dit calmement « Maman, ils ne t'invitent pas à vendre. Ils attendent que tu abandonnes. » J'ai compris alors que je devrais me méfier, mais je n'avais pas encore imaginé jusqu'où il serait prêt à aller. Puis est venue l'invitation au réveillon. Un appel d'Édouard, trop chaleureux pour être naturel. Sa voix avait ce poli artificiel que je reconnais depuis qu'il travaille chez les parents de Renée. Il m'a dit que ce serait un nouveau départ, que Viviane serait présente, que ce serait une belle soirée pour tourner la page. Je n'aime pas quand on me demande de tourner une page que je n'ai pas encore fini de lire. J'ai proposé d'accueillir Noël chez moi, comme autrefois. On me répondit par un silence gêné, puis par un non, déguisé en sourire. Ils voulaient cette soirée sur leur terrain, pas sur le mien. C'était déjà un signe, mais je n'ai pas su l'entendre comme il fallait. Lucas, lui, l'a entendu. Il m'a appelé la veille. « Ce réveillon, maman, il a un parfum qui pue l'intention. Je ne peux pas t'empêcher d'y aller, mais sois sur tes gardes. » Sa voix était grave, tendue. Je lui ai répondu avec une douceur qui cachait un léger tremblement. « C'est Noël, Lucas. Les familles se réunissent. » « Justement, maman, une famille n'a pas besoin de mise en scène. » Le 24 décembre au soir, j'ai préparé ma bûche de Noël au chocolat. Une recette simple mais pleine de tendresse. J'ai choisi une robe élégante mais sobre, comme on le fait quand on veut honorer une fête sans se déguiser. Devant la résidence, les grilles s'ouvrirent comme un rideau de théâtre. La pelouse éclairée paraissait presque irréelle. Les invités entraient et sortaient avec une aisance qui n'avait rien à voir avec la chaleur humaine. Là-bas, tout était prestige. Rien n'avait d'âme. À l'intérieur, la table brillait d'un éclat glaçant. Les couverts lourds, les verres d'un cristal trop pur pour être convivial, les décorations minutieusement calculées. Puis la bouteille est arrivée, tenue par Renée comme un trophée. Elle a annoncé son prix avec un sourire en coin, comme si elle venait d'introduire une pièce rare dans un musée. Viviane, installée à la place d'honneur, dirigeait la conversation comme un chef d'orchestre. Son discours n'était pas sur Noël, ni sur la famille. Il était sur l'avenir. Un avenir où il n'y aurait plus de place pour les vieilles pierres, ni pour les gens qui s'y attachent. Ce soir-là, je n'étais pas une invitée. J'étais une cible polie, mais une cible tout de même. Le dîner avançait comme un spectacle parfaitement calibré. Les plats arrivaient avec une orchestration mécanique. Les sourires semblaient tous réglés sur le même tempo. Autour de moi, les conversations tournaient sur les chiffres, les marchés, les nouveaux projets immobiliers, comme si l'air lui-même
devait justifier la fortune de ceux qui m'entouraient. Je me sentais étrangère, invitée non pour être accueillie, mais pour être examinée. Viviane dominait la table comme on règne sur un territoire conquis. Son ton était mielleux, mais chaque mot portait une pointe d'acier. « Il faut savoir évoluer », disait-elle. « Le progrès ne demande pas la permission. » Certains acquiesçaient bruyamment, d'autres hochaient la tête avec docilité. Renée se rapprochait souvent de moi, comme une ombre trop contrôlée. Elle n'avait pas ce tic naturel des maladroits. Elle se mouvait avec précision, trop de précision. Je ne savais pas encore que chacun de ses pas était calculé. Elle servit de nouveau le vin, lentement, en insistant sur la bouteille. 2000 €, un grand cru d'exception. Elle fit un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Je compris à retardement que ce n'était plus un dîner. C'était une scène tendue comme un piège. Viviane posa ses coudes sur la table, croisa les doigts et me fixa. « Alors, Marianne, toujours attachée à votre petite maison ?» Le mot « petite » tomba comme une gifle différée. J'ai répondu calmement « J'y suis chez moi, et je n'ai aucune raison de la vendre. » Elle eut un rire sec. Le passé n'a jamais construit l'avenir. Lucas, à l'autre bout de la table, s'était figé. Ses yeux cherchaient les miens, en alerte. Puis tout s'est déroulé en quelques secondes. Renée passa derrière moi avec la bouteille, se pencha ostensiblement vers sa mère, un mouvement millimétré. Je déplaçai ma coupe d'une main. Elle trébucha. Son bras heurta le mien avec une précision chirurgicale. Le vin s'éleva en arc rouge, comme au ralenti, avant de s'écraser sur la robe verte de Viviane. Le silence fut brutal, une suspension d'air. Puis la voix de Viviane explosa. « Mais regardez-moi cela. Vous avez vu ce qu'elle a fait ?» Je me levai, encore sous le choc. C'était un accident, un simple. Elle ne me laissa pas finir. Sa main claqua contre ma joue. Un bruit sec, le genre de bruit que l'on n'oublie pas. Les rires nerveux suivirent, pas de compassion, seulement un soulagement cruel. Le spectacle était complet. Viviane lança, théâtrale, chaque mot comme un coup de couteau. « Sortez de ma maison. Maintenant, vous êtes ridicule. » Je relevai la tête. « Ceci n'est pas votre maison. » Ma voix resta calme, mais froide comme une lame. Elle gronda. « Ici, vous n'êtes rien. » Lucas se leva aussitôt. « Maman vient, cela suffit, dit-il, d'un ton sans tremblement. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. » Édouard baissa les yeux. Renée joua l'innocence, trop parfaite pour être vraie. Le piège était terminé. La scène avait été filmée dans leurs regards avant même d'être jouée. Je sentais que quelque chose, derrière ce geste violent, dépassait la robe tachée et le vin perdu. J'étais une pièce qu'il fallait déstabiliser, fragiliser, délégitimer. Lucas m'accompagna dehors. Dans la voiture, le silence dura quelques secondes, puis il lâcha ce qu'il contenait. « Maman, elle ne voulait pas seulement t'humilier. Ils veulent te déclarer incapable. J'ai vu des choses. » Je me tournai vers lui, stupéfaite. « Incapable ?» Il hocha la tête. « Mise sous tutelle. Ils ne veulent pas seulement acheter ta maison, ils veulent te retirer le droit de décider. Si tu refuses de vendre, ils veulent te dessaisir juridiquement. » Je sentis mon cœur battre jusque dans mes tempes. J'ai parlé avec un notaire. Il m'a signalé des mouvements suspects du côté d'Imperium. Et un avocat que je connais a confirmé qu'il y a autour de toi quelque chose qui ressemble à une stratégie. Ils ont besoin que tu passes pour instable ou défaillante. Ce dîner, il n'a jamais vraiment été un dîner. Je n'ai pas répondu. Je regardais au dehors, la nuit défilant comme un rideau épais, et j'ai compris une chose terrible. Ce n'était pas une trahison impulsive, c'était un plan, et cette gifle n'était que la première pierre. Lorsque je suis rentrée chez moi cette nuit-là, le silence de la maison m'a enveloppée comme une couverture lourde. Je me suis assise quelques instants dans la cuisine, les mains encore tremblantes. Je voulais simplement respirer, mais l'air semblait trop épais. Lucas restait près de moi, sans parler. Il n'avait pas besoin de mots pour exprimer sa vigilance. Sa présence suffisait.
Ce fut alors que le téléphone sonna. Numéro inconnu. Je hésitai une seconde avant de décrocher. « Madame Marianne, ici Maître Jean Allard. Je dois vous parler immédiatement. Il est essentiel que nous nous voyions ce soir. C'est urgent. » Sa voix était ferme, posée, ni agressive ni hésitante. « À propos de quoi ?» ai-je demandé. « À propos de votre maison, et surtout, à propos de ce qui se prépare autour de vous. Je suis déjà en route. Je serai devant chez vous dans 20 minutes. » Je échangeai un regard avec Lucas. Il acquiesça silencieusement. Nous attendîmes. 21 minutes plus tard, un homme d'un peu plus de 50 ans franchissait mon portail. Costume sombre, mallette de cuir, regard fatigué, mais déterminé. Il se présenta poliment et entra dans le salon. Il ne perdit pas de temps en préambule. « Je vais être direct, madame. Jusqu'il y a peu, je travaillais pour Imperium Immobilier. J'ai été mandaté afin d'étudier les moyens légaux d'acquérir votre terrain. On m'a demandé de trouver une brèche, n'importe laquelle. Lorsque j'ai compris l'ampleur du projet, j'ai commencé à enquêter davantage. Et ce que j'ai découvert m'a conduit ici. » Il posa sa mallette sur la table et l'ouvrit lentement. Des documents, des copies de courriels, des notes juridiques, des relevés d'appel. « Imperium a déjà utilisé la même méthode auparavant, » poursuivit-il. « Sur au moins 7 cas, tous des propriétaires âgés. D'abord les pressions financières, puis les tentatives de discrédit. Et enfin, la procédure de mise sous tutelle. Une marginalisation progressive légalement maquillée. » Lucas serra les poings. Maître Allard continua. « Il fabrique des diagnostics médicaux mensongers en utilisant des médecins complaisants. Il paie des témoins prêts à attester que la personne n'est plus apte à gérer ses biens. Lorsque le dossier semble solide, ils obtiennent la mise sous tutelle. Et une fois que la personne perd le contrôle juridique, la vente du bien devient une simple formalité administrative. » Je sentis un frisson me parcourir l'échine. « Et moi ?» ai-je demandé, la voix plus basse que je ne l'aurais voulu. Il me regarda droit dans les yeux. « Votre cas était censé être leur prochain succès. Votre refus répété dérangeait. Ils ont donc décidé de construire une image de vous comme étant instable émotionnellement. Le dîner de ce soir faisait partie du dispositif. Ils espéraient déclencher une scène, vous faire perdre votre sang-froid, provoquer un comportement filmable. Ils avaient prévu de s'en servir comme preuve. » Je ne parlais pas. Je ne pouvais pas. Les mots étaient trop lourds. « La gifle, » ajouta-t-il, n'était pas un accès de colère soudain. C'était l'élément déclencheur du récit qu'il voulait monter contre vous. Une femme humiliée, fragile, déstabilisée, potentiellement agressive, supposément incapable de se défendre ou de se contrôler. Lucas se redressa légèrement. « Vous avez prévenu Édouard » demanda-t-il. « Oui, » répondit-il. « Je l'ai appelé avant de venir. Je lui ai révélé ce que j'avais découvert. Je pensais qu'il se retirerait de ce stratagème. Mais il est trop compromis, trop tard pour revenir en arrière sans scandale. » Un silence marqua la gravité de ses mots. Puis il reprit, ouvrant un second dossier. « Il y aura des perquisitions dans les jours à venir. Le parquet suit désormais plusieurs pistes qui recoupent vos informations et celles d'autres victimes potentielles. Je suis ici pour vous avertir avant qu'ils ne tentent une dernière manœuvre. Ils ont échoué ce soir, mais ils ne renonceront pas encore. » Je sentis une raideur nouvelle dans ma colonne vertébrale. Pas de peur. Quelque chose d'autre. Une conscience froide. Une lucidité. « Pourquoi m'aidez-vous » demandai-je enfin. Il inspira profondément. « Parce que ce que j'ai vu dépasse un simple abus de pouvoir. C'est une méthode, une prédation. Et que si vous tombez, d'autres tomberont derrière vous. Il fallait qu'une personne tienne debout. Alors je suis venu protéger cette personne. » Je baissai les yeux vers la pile de documents. Ce n'était plus une humiliation. Ce n'était plus un conflit familial. C'était une lutte. Et désormais, j'avais une preuve. Je n'étais pas paranoïaque. J'étais ciblé. Le matin de Noël avait une lumière étrange, presque irréelle. Tout était silencieux dans la maison, comme si elle retenait son souffle. Je n'avais pas fermé l'œil. Les révélations de Maître Allard tournaient dans ma tête comme un carrousel sombre. Je ne savais pas encore jusqu'où la nuit précédente étendrait ses conséquences.
Vers 8 heures, le téléphone sonna. C'était Édouard. Sa voix était brisée. « Maman, je viens, il faut que je parle. » Je répondis simplement « Viens ». Une demi-heure plus tard, il se tenait devant ma porte. Je ne l'avais jamais vu ainsi. Les traits tirés, les yeux gonflés, les épaules affaissées. Il n'essaya pas de cacher son état. Dès qu'il franchit le seuil, il s'effondra presque. « Maman, j'ai tout détruit. » Il parlait d'une voix qui ressemblait à celle d'un enfant perdu. Je l'invitai à s'asseoir. Lucas resta dans un coin de la pièce, immobile, mais vigilant, comme une digue silencieuse. Édouard prit sa tête entre ses mains. « Oui, c'était prévu. Oui, je savais. Le dîner, la scène, la pression, tout. J'ai accepté, j'ai participé. » Les mots semblaient lui arracher la gorge. Je restai droite. Pas de cri, pas de consolation. « Pourquoi ?» fut la seule question que je posai. Il déglutit, les yeux noyés de honte. Parce que je voulais être quelqu'un, être vu, être respecté. Je regardais Lucas et je pensais que vous l'aimiez plus que moi. Je me suis convaincue que je devais prouver ma valeur. Et quand Viviane m'a offert un futur de prestige, j'ai choisi ça. Il éclata en sanglots. Et je vous ai trahi. Lucas intervint d'une voix calme mais sans indulgence. Tu ne l'as pas seulement trahi, tu as voulu l'effacer juridiquement. Édouard ne tenta pas de se défendre. Je le sais, et je vais devoir vivre avec cela. À cet instant, mon cœur de mère souffrit, mais il ne se brisa pas. Il s'était déjà brisé la veille. Je pris une longue inspiration. Tu vas devoir assumer, pas seulement devant moi, devant la justice, devant toi-même. Il hocha la tête, incapable de répondre autrement. Puis, comme un écho du monde extérieur, la journée se chargea de confirmations. Les premiers articles apparurent sur les sites d'information. Perquisition en cours dans les bureaux d'Imperium Immobilier. Enquête ouverte par le parquet de Lyon pour fraude et abus sur personnes vulnérables. Le nom de Viviane apparut rapidement dans les rubriques économiques et judiciaires. Les journalistes parlaient d'un système organisé, de pratiques répétées. Les mots que Maître Allard avait utilisés la veille prenaient forme sous mes yeux. Les jours suivants confirmèrent la chute. D'autres propriétaires âgés sortirent du silence. Rupture de confiance, dépouillement moral, pression psychologique, chacun apportant une pièce au puzzle. L'édifice solide qu'Imperium avait construit vacillait soudainement comme un château de sable. Viviane fut placée en détention provisoire. Le choc médiatique fut immense. Son empire, bâti sur l'arrogance et l'intimidation, commença à se fissurer de partout. Et Édouard perdit tout. La confiance de son épouse d'abord. René partit, évitant que son nom soit englouti avec celui de la belle-mère qu'elle vénérait. Les illusions ensuite. La promesse de statut social se transforma en dossier compromettant, puis le confort matériel. Il quitta la résidence luxueuse et chercha à se loger dans un simple studio. L'entreprise le congédia dans l'intérêt de la réputation générale. Le vide fit le reste. Il était désormais face à lui-même, sans décor, sans tribune. Un soir, quelques semaines plus tard, il me téléphona une dernière fois avant de se retirer. « J'ai commencé une thérapie », dit-il d'une voix rauque. Je répondis seulement « C'est un début ». Je ne lui ai pas offert le pardon. Je lui ai offert la distance, la seule forme de protection encore possible. Pendant ce temps, Lucas restait mon point fixe, ni envahissant, ni inquiet à l'excès, simplement présent, comme un phare solide dans un hiver qui n'en finit pas. Il ne cherchait pas à refermer mes plaies. Il me laissait comprendre que je pouvais rester debout par moi-même. L'effondrement ne fut pas seulement celui d'Imperium ou de Viviane, il fut aussi celui de l'illusion. Et dans l'espace où tout s'était écroulé, quelque chose de nouveau commençait à respirer. Les mois suivants furent étranges, faits de silence et de lente guérison. L'orage était passé, mais les traces restaient visibles, comme les marques laissées par une corde trop serrée autour d'un arbre. Il fallait désormais reconstruire, non pas ce qui avait été détruit, mais ce qui devait enfin devenir solide. Édouard revint me voir au printemps, non pour demander, mais pour reconnaître. Il n'était plus défensif, ni fier,
ni dans le rôle trop confortable de la victime. Il était simplement un homme confronté à lui-même. Assis à ma table, il dit d'une voix calme « J'ai besoin de recommencer, mais je ne peux pas le faire sans d'abord accepter de réparer. » Je ne lui tendis pas la main comme une mère qui pardonne. Je lui tendis une feuille, un contrat. Si tu veux repartir, tu le feras sur tes propres jambes, pas sur ma culpabilité. Tu as besoin d'un logement, je peux t'aider. Mais ce sera un prêt, avec intérêt et un calendrier de remboursement, comme n'importe quel adulte face à ses responsabilités. Il lut lentement, puis il acquiesça. Je signerai. Ce fut la première décision adulte qu'il prit depuis longtemps. Parallèlement, la justice suivit son cours. Sa coopération et son casier judiciaire vierge lui évitèrent la prison, mais il fut condamné à des travaux d'intérêt général. Pendant des semaines, il nettoya des parcs, répara du mobilier urbain, côtoya un monde qu'il avait ignoré trop longtemps. Il apprit ce que coûte vraiment la dignité, l'effort constant. C'est durant cette période qu'il rencontra Clara, une femme discrète, volontaire, engagée dans une association d'aide aux sans-abri. Rien chez elle ne cherchait la brillance, ni l'apparence. Elle ne regardait pas Édouard comme un trophée à polir, mais comme un homme en reconstruction. Elle ne le jugeait pas pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il essayait de devenir. Un souffle nouveau entra avec elle. De mon côté, je fus appelé à témoigner lors d'une audience. Dans la salle d'audience, je n'étais pas seulement Marianne, la vieille femme dont on avait voulu voler la maison. J'étais aussi la voix de ceux qui n'avaient jamais parlé. Je racontais la peur silencieuse, la pression déguisée en soins, la stratégie cruelle qui commence toujours par isoler la victime pour mieux la dépouiller. Je soutins le regard de Viviane, assise sur le banc des accusés, et je ne baissai pas les yeux. Elle ne régna plus sur rien. Elle ne dominait plus de table. Elle ne menaçait plus personne. Lorsque le jugement tomba, je ressentis non pas la vengeance, mais la respiration d'une justice qui, pour une fois, n'était pas aveugle. Les saisons passèrent. Les roses de mon jardin refleurirent, épaisses et vivantes, comme si la terre elle-même avait enfin pu se détendre. Un après-midi, Édouard vint me voir avec Clara. Il m'informa qu'il avait payé la première mensualité du prêt. Et je vis dans ses yeux quelque chose de plus précieux qu'une promesse, de la constance. Lucas, fidèle comme une colonne vertébrale, resta à mes côtés durant tout le processus, sans envahir, sans contrôler, juste là, racine solide. Ce jour-là, nous avons bu du thé sur la terrasse. Le vent portait l'odeur des fleurs. Édouard regarda autour de lui et dit lentement « Cette maison, je comprends maintenant. Elle ne vaut pas de l'or. Elle vaut la vie. » Je répondis doucement « Cette maison n'est pas un bien immobilier. C'est un héritage vivant. Et les racines, quand elles tiennent, ne se vendent pas. » Nous restâmes un moment dans le silence doré du soir. Une famille pas parfaite, mais debout. Non pas recollée, mais reconstruite. Non pas céleste, mais vraie. Et si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette histoire, je vous invite maintenant à regarder la vidéo suivante qui apparaît sur votre écran. Elle vous réserve une autre tournure inattendue, pleine d'émotion et de courage. Ne partez pas, la suite commence juste ici.